Bonjour et bienvenue sur notre antenne Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Éric Mangin, fondateur de la société NOS. Bonjour Éric. Bonjour Eliane. Alors, première question, Éric, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Donc Éric Mangin, 42 ans, parcours très atypique puisqu'à la base je suis ingénieur en sciences environnementales et biologiste. J'ai commencé d'ailleurs comme ça au Sénégal et dans le sud de la France, donc sur des thématiques de biologie marine. Je suis parti ensuite très tôt au Cambodge faire des projets militaires. Je suis devenu aussi expert en socio-économie pour la Banque mondiale sur des projets un peu plus importants. Puis j'ai commencé à bifurquer sur le monde corporate, puisque j'ai été directeur financier et DRH pour un grand groupe industriel français basé en Chine. Et à partir de 2014, donc ça fait 10 ans, j'ai commencé à entreprendre, avec toujours, je dirais, l'impact positif, le sens du giving back, ancré, chevillé dans tout ce que je faisais en tant qu'entrepreneur. Dis donc, alors tu as beaucoup voyagé et une grande expérience internationale. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de NOS? Où est née l'idée? Comment est-ce que ça s'est concrétisé? En fait, c'est un peu la synthèse de toutes mes expériences qui ont quand même gravité autour de l'impact et de la RSE. En gros, effectivement, ça a été accéléré par la crise du Covid, mais les entreprises ont eu un intérêt beaucoup plus fort sur tout ce qui était RSE pour différentes raisons. Marque employeur, la marque tout court, des opportunités business, mais aussi peut-être le sentiment des dirigeants qu'il fallait agir. Et donc, pour ce faire, en fait, et c'est vrai que dans la plupart des entreprises, notamment celles avec qui on travaille, il y avait un manque de bande passante et peut-être un manque d'expertise. Et pour nous, l'idée, effectivement, a été de créer un outil adossé à un accompagnement, parce qu'en fait, l'accompagnement est clé, qui permet aux entreprises, finalement, de générer, d'impulser une culture d'entreprise engagée et engageante, en ancrant la RSE au cœur de leur réussite, de leur performance, et donc en mettant au cœur de tout ça, finalement, le collaborateur. Alors, Donc, c'est vrai l'idée de NOS, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à accélérer leur transition écologique et sociétale avec finalement leurs collaborateurs. Puisque la RSE, c'est quelque chose qui doit être, déjà c'est un marathon, c'est quelque chose qui doit être infusé dans toutes les strates de l'entreprise. Donc pour ça, il faut des outils, il faut une certaine forme d'expertise, d'expérience pour pouvoir mieux communiquer ce genre d'enjeux au sein de l'entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience qui est de plus en plus importante. Alors, en revanche, comment s'y prendre et comment le faire, ça, c'est toujours la grande question. Comment retrouver l'expertise? Et merci à Nos de les accompagner parce que je crois que l'humain, tu le précisais à l'instant, est vraiment au cœur de vos préoccupations. Oui, 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 l'humain, l'environnement, mais c'est vrai que c'est avant tout c'est avant tout une histoire humaine, c'est-à-dire que il y a toujours une entreprise en fait avec une certaine volonté d'avancer sur des sujets sociétaux, environnementaux. Encore une fois, avec très peu de bande passante, parce qu'effectivement, on veut bien faire, mais derrière, il y a tout un tas de choses à faire avant ça. Et c'est vrai que d'avoir finalement un outil qui permet de fluidifier la diffusion de la RSE et un accompagnement qui permet finalement de faire gagner du temps aux entreprises, eh bien, effectivement, ça nous permet d'avoir une certaine valeur auprès de nos clients et in fine, in extenso, en fait, d'avoir un impact positif sur la planète et la société. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Les entreprises à impact, c'est vraiment l'avenir de nos sociétés parce qu'on ne peut pas se contenter de piller, il faut aussi pouvoir rendre. Alors, tu parlais, pardon, Non, oui, non, et en plus, la loi devient de plus en plus, enfin, les directives de l'Union européenne, la CSRD, etc., enfin, c'est un jargon un peu avec des acronymes, bien évidemment, comme on sait en faire. Mais derrière, effectivement, il y a aussi une pression, une pesanteur, je dirais, législative, avec un armement enfin, avec beaucoup de textes qui sortent, évidemment. Et puis, il y a aussi une pression sociale, c'est-à-dire que les collaborateurs, les clients, tout l'écosystème des entreprises attendent des entreprises qu'elles s'engagent. et alors justement, en termes d'engagement, je crois que quand on met en place des solutions NOS à l'intérieur d'une entreprise, il y a des effets qui sont assez impressionnants en termes d'engagement des équipes, en termes de rétention des équipes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, absolument. En fait, effectivement, donc
Pour un employé, en fait, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'une vague de grandes démissions, etc. Et c'est vrai que pour un employé aujourd'hui, notamment pour les plus jeunes, alors le salaire, bien évidemment, est quelque chose d'important. La mission qui nous est confiée est extrêmement importante. Mais je crois aussi qu'aujourd'hui, les gens font attention à l'action de l'entreprise et à son impact sur la planète et la société. Et donc, c'est un enjeu de marque employeur et de marque tout court. Mais c'est vrai que la marque employeur aujourd'hui, une entreprise qui ne prendrait pas le tournant du développement durable, ne prendrait pas en compte et en considération ces sujets, s'expose à une certaine forme de rejet de la part de talents qui pourraient la rejoindre. Et qui pourraient aller effectivement choisir des entreprises qui ont du sens, qui ont un impact. Alors, on vient de parler des collaborateurs. Est-ce que tu peux nous parler des entreprises qui s'adressent à toi? Est-ce qu'il y a un client idéal? Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées autour de la RSE, on a parlé de complexité. Est-ce qu'il y a des tailles d'entreprise, des secteurs d'activité? C'est quoi ton client idéal? Alors, on n'a pas vraiment de typologie. On travaille autant avec des entreprises industrielles qui ont des populations de collaborateurs type opérateurs, ouvriers, etc., qu'avec des sociétés de conseil de tailles très différentes aussi, d'une trentaine de collaborateurs à plusieurs milliers de collaborateurs. On ne travaille pas vraiment avec des grands groupes qui, en général, ont leur propre agenda, leur propre manière de travailler. Et on travaille beaucoup avec des PME et des ETI. Et derrière, effectivement, il y a un constat assez clair, c'est que ces thématiques de RSE hautement stratégiques, en fait, concernent tout le monde. Et derrière, on peut très bien imaginer une entreprise qui dit, bon, moi, je décide d'être une société à mission, je décide de faire ça. Et la grande question derrière, c'est comment je fais infuser finalement ce concept qui a été décidé autour d'une table dans un COMEX à toutes les strates de l'entreprise. Et ça demande de l'animation, ça demande de nouer un dialogue profond sur la durée avec l'ensemble des collaborateurs. Et c'est là qu'on intervient. Alors justement, j'ai pris conscience qu'il fallait que je prenne ce virage et merci effectivement d'avoir mentionné que ça ne s'adressait pas que aux grands groupes, que tout le monde était concerné. Donc je suis une PME, on va partir dans ton cœur de cible. Je prends conscience, j'ai envie de me lancer, je vous contacte. C'est quoi mon parcours? Comment est-ce que je vais être pris en charge pour déterminer les différentes étapes? Alors, on va déjà regarder, parce que c'est vrai que toutes les entreprises sont à des chemins différents. Donc, on va regarder un peu la maturité de votre positionnement sur ces sujets de RSE. Est-ce que ce sont vos premiers pas? Est-ce que vous allez chercher peut-être un label exigeant comme B Corp, etc. On va écouter vos besoins, on va regarder ce que vous souhaitez faire. Par exemple, si vous avez fait un bilan carbone et l'un des enjeux, c'est de réduire votre empreinte carbone, ça nous donne une indication sur ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait vous proposer. On va regarder aussi, je dirais, les aspects qui font votre marque et votre ADN en termes je dirais de social et de sociétal et d'environnement. Et derrière, en fait, en écoutant tous vos besoins, on va vous proposer une feuille de route qui va être finalement une alternance d'animation sur toute l'année. Ça va alterner finalement des contributions aux objectifs du développement durable à l'occasion, par exemple, de momentum clés dans l'année, la journée internationale de la Terre, la journée internationale des droits de la femme, etc., du handicap. Et puis, on va également faire des campagnes de sensibilisation gamifiées qui marchent très bien parce qu'on arrive à impliquer en moyenne 8 collaborateurs sur 10. Et ces campagnes de sensibilisation vont permettre deux choses. La première, c'est de faire infuser un concept euh, euh, au sein de l'entreprise. Par exemple, il y a des concepts qui sont parfois pas forcément évidents, la diversité, l'équité et l'inclusion, par exemple. Et en parallèle, de vous fournir tout un tas d'expertises et de conseils actionnables qui vont vous permettre de, OK, à l'échelle de mon entreprise, est-ce que si je regarde l'état de l'art, les meilleures pratiques, est-ce qu'il n'y a pas de trou dans la raquette? Qu'est-ce que je pourrais faire de manière assez simple pour pouvoir finalement aller vers des meilleures pratiques? Et on va vous donner finalement toutes les ressources qui vont vous permettre de réagir et de vous mettre un peu en conformité par rapport à l'état de l'art. Et donc, on va vous proposer cette feuille de route sur l'année. Donc, bien évidemment, en fonction des besoins, on peut évoluer. Mais l'idée, effectivement, c'est de vous accompagner sur la durée parce qu'on est bien conscient que ces sujets RSE prennent du temps pour infuser. On a aussi d'autres entreprises qui souhaitent utiliser NOS simplement pour des campagnes de sensibilisation ponctuelles. Par exemple, c'est la semaine du handicap, on veut faire quelque chose et donc on va faire une campagne de sensibilisation sur le handicap, ce qui est très intéressant parce qu'effectivement, on parle beaucoup de handicap, mais on ignore en général qu'il y a
une grande partie des handicaps qui sont invisibles, etc. Donc, c'est important de pouvoir les nommer, de pouvoir faire réfléchir les gens là-dessus et peut-être pouvoir provoquer finalement des changements au sein de l'entreprise. Des changements, des prises de conscience. Alors, est-ce que du coup, je décide de suivre la feuille de route? Est-ce que j'aurai toujours le même interlocuteur? Est-ce que j'ai quelqu'un qui est dédié à mon suivi ou ce sont plusieurs intervenants qui vont intervenir au fil de l'année? En fait, vous avez toujours le même point de contact. Oui. Et derrière, en fait, ce point de contact, il y a des expériences et des expertises. On a par exemple une personne qui est spécialisée dans les reporting ESG, CSRD, etc. Donc beaucoup plus sur le côté, je dirais, réglementaire de la RSE. D'autres qui sont beaucoup plus spécialisés dans l'impact. Euh, Moi, peut-être plus sur le côté RSE stratégique. Et l'idée, effectivement, c'est qu'il y a toujours un point de contact qui fasse, effectivement, dont le but est d'améliorer l'engagement et l'impact de l'entreprise tout au long de la collaboration. Mais derrière, effectivement, il y a un pool de personnes qui peut répondre à des questions beaucoup plus, je dirais, techniques ou spécifiques. Un petit peu comme un généraliste qui va aller chercher finalement les experts dans tel et tel domaine pour pouvoir accompagner la personne qui se trouve en face de lui. C'est ça. Et la RSE étant tellement large à certains égards, on travaille aussi avec des partenaires. Donc, si on ne sait pas faire, on a toujours des partenaires qui peuvent prendre le relais. Et donc, c'est top parce qu'on a vraiment une prise en charge qui est totale. Alors, est-ce qu'il y a, Eric, une idée préconçue, une croyance dans ton secteur d'activité que tu aimerais mettre à mal à cette antenne? Oui, effectivement, il y a cette notion, entre guillemets, de greenwashing. Et effectivement, une des croyances, c'est que effectivement, la RSE, il suffit de faire une animation sur l'année ou une communication pour ancrer l'entreprise dans je dirais, dans un univers vertueux de la RSE. Et en fait, ce que beaucoup d'entreprises commencent à le comprendre, mais effectivement, la RSE, c'est quelque chose qui, pour être efficace, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise, est une culture. Et Oui. une culture, en fait, c'est quelque chose qui va prendre du temps à infuser, qui va demander beaucoup, je dirais, d'efforts sur la durée. Et donc, effectivement, la RSE, c'est pas quelque chose, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Et puis, il faut avoir une vision court terme et long terme. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, si on se projette à 3 ans, à 5 ans, comment est-ce que tu vois l'évolution de NOS? Alors, nous, clairement, sur les 3 prochaines années, notre ambition, c'est de devenir un acteur incontournable de l'accompagnement des entreprises sur des thématiques RSE euh, au niveau européen. Oui, Euh, et donc ça, je dirais, c'est sur le côté un peu business. Ensuite, effectivement, on a aussi un point aussi important de notre business qui est que les entreprises qui rejoignent le mouvement en général financent des projets d'intérêt général via la plateforme. Et aujourd'hui, je pense que cette année, on va arriver à 1 million d'euros de dons collectés par le secteur privé pour le bien commun. Et je pense que dans les 2, 3 prochaines années, le but, c'est d'arriver plutôt dans les 10, 50 millions d'euros. Donc, ce qui est quand même assez considérable, sachant qu'il y a effectivement, comme vous le savez, un désengagement assez progressif de l'aide publique, avec aussi les individus qui sont touchés par l'austérité ou une certaine forme d'inflation. Et donc, du coup, effectivement, qui finance ces projets d'intérêt général? Eh bien, je crois que les entreprises ont un rôle à jouer et on essaye de faciliter cette prise de responsabilité via NOS. alors ça, c'est effectivement, je suis totalement en phase. En fait, je pense que nous avons tous un rôle à jouer, les entreprises, le gouvernement, les aides publiques et à titre individuel, bien entendu, également une paire de responsabilités. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les projets que tu as sélectionnés, sur quel domaine tu souhaites avoir un réinvestissement finalement de cette collecte qui a été faite? Alors, nous, on a identifié, on a 8 axes de travail qui sont liés à l'environnement et au social, sociétal. Donc, c'est lié à la biodiversité, la reforestation, le climat, le zéro déchet, l'éducation, la santé et l'inclusion.
Et le huitième, entre guillemets, est une possibilité offerte finalement aux collaborateurs de pouvoir aussi, gérer ce qu'on appelle l'accélérateur d'impact local, c'est de pouvoir référencer des projets qui sont beaucoup plus proches de l'entreprise, à quelques centaines de mètres à l'encablure de l'entreprise, pour pouvoir finalement avoir un impact sur le territoire. Donc, c'est, je dirais, le huitième axe de travail, c'est un impact local territorial. Donc là, effectivement, c'est extrêmement enthousiasmant et motivant pour tes collaborateurs de pouvoir avoir ce choix. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus également sur la façon dont, quand tu es devenu entrepreneur, hein, après un parcours extrêmement varié, quel est le plus gros apprentissage finalement que tu as été amené à faire ou la plus grosse prise de conscience, quelque chose que tu savais probablement précédemment, mais dont tu n'avais pas imaginé l'ampleur? Oh, je crois, hein, c'est les montagnes russes émotionnelles, même si avec le temps on arrive à les gérer. Mais c'est vrai qu'au début, il y a une bonne nouvelle, on est au top, et puis il y a une mauvaise nouvelle et on est très bas. Et l'idée, effectivement, donc j'avais imaginé que ça pouvait arriver, mais c'est vrai que la fréquence à laquelle ça arrive et la vélocité, entre guillemets, des hauts et des bas, fait que c'est quand même assez surprenant à la fin de l'histoire. Et bon, avec le temps, je pense que voilà, quand il y a une bonne nouvelle, on ne saute pas au plafond. Et puis quand il y a une mauvaise nouvelle, bon, bah, on digère. Et puis le lendemain, on se réveille avec le couteau entre les dents. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup, j'imagine qu'il y a beaucoup de mythes et de fantasmes derrière la vie d'un entrepreneur, mais parce qu'on voit les entrepreneurs qui ont extrêmement réussi, et on se dit qu'ils ne se sont jamais plantés. Mais c'est vrai que voilà, l'entreprise, c'est l'itération donc constante. Donc, ce sont des échecs. Et donc, c'est une forme de flexibilité. Ça va tout le temps entre l'échec, l'apprentissage de l'échec, qui n'est pas vraiment un échec, puisque c'est un apprentissage, et puis aller de l'avant. Et ça, oui, c'est quelque chose qui est ultra présent dans la vie d'entreprise. Et effectivement, les montagnes russes émotionnelles peuvent arriver même dans une même journée et plusieurs fois. Et c'est effectivement souvent quelque chose qui a été un petit peu sous-estimé. Alors, on va imaginer que je dispose d'une machine à remonter le temps. J'ai une chance incroyable et je t'emmène dans ma machine à remonter le temps. Nous en ressortons et nous retrouvons Eric adolescent, où tous les champs des possibles sont forcément ouverts. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner au jeune Eric? Euh, le temps est compté. La seule ressource que l'on ne peut renouveler et donc il faut profiter. Alors nous en disposons tous et c'est la bonne nouvelle de la même quantité au début de la journée et c'est une ressource qui ne se renouvelle pas. Donc à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est ça? C'est absolument ça. C'est vrai que quand on est adolescent, etc., ou jeune adulte, on se rend pas compte de la fragilité du temps et je dirais de cette valeur épuisable. Et c'est vrai que c'est important euh, de faire au mieux pour pouvoir utiliser ce temps et faire en sorte qu'on soit sans doute, premièrement aligné sur soi-même et sur ce qu'on a envie de faire et de privilégier aussi un bon usage du temps, en fait, tout simplement. Alors là, je rebondis sur ce que tu viens de dire, un bon usage du temps et des ressources. Est-ce que ça veut dire qu'il faut commencer par faire une sorte d'introspection et bien se connaître pour connaître ses valeurs, pour savoir ce qui est le non négociable et ce vers quoi on veut s'engager? C'est absolument ça, en fait. C'est de comprendre qu'en fait, peu importe, enfin, je crois, hein, j'ai pas la prétention de faire une forme la morale à qui que ce soit, mais en tout cas, je pense que c'est ce qui a marché pour moi, c'est d'être fondamentalement conscient de ce qu'on a envie de faire et de pouvoir dire, OK, j'ai envie de donner mon temps, en tout cas d'utiliser mon temps à cette fin. Et je crois que quand ça se produit, on n'a pas l'impression de subir sa vie, mais plutôt d'être acteur de sa vie. Et ça donne un sentiment de bien-être et une forme de joie qui est assez intéressante. Alors j'adore Et ce que tu viens puis, de dire. je pense qu'il faut être introspectif. Euh, à titre personnel, je fais beaucoup de yoga et de méditation. Je pense que ça m'aide beaucoup à être grounded,
on dit en anglais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'essaie de partager au sein de NOS. C'est-à-dire que chez NOS, on a une personne qui vient éveiller finalement, enfin, on a des cours de méditation guidés qui sont offerts par l'entreprise pour qui souhaitent s'y intéresser. Mais je crois que cette introspection, derrière, fait en sorte qu'on se connaît mieux et donc derrière, qu'on peut peut-être adopter une vie qui correspond mieux à ses envies et encore une fois, à l'usage qu'on fait du temps. Alors, j'adore ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, il y a une idée qui circule beaucoup, c'est qu'il y a une vie professionnelle et une vie personnelle. Et en fait, pour moi, il n'y a qu'une seule vie. Et donc, être aligné avec ses valeurs, se sentir bien dans ce que l'on fait au quotidien, finalement, que ce soit avec sa famille ou que ce soit au bureau, je trouve que c'est quelque chose qui permet d'avoir une vie épanouie. Et c'est, me semble-t-il, la seule voie possible. Ouais, mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les gens souhaitent avoir une vie pro qui est très, très séparée de la vie perso, et en pensant que c'est quelque chose qui est assez moderne. Mais en fait, c'est vrai que ça a été un des plus gros enjeux du management moderne, quand on a commencé à créer, quand Ford a commencé à créer ces usines, ça a été finalement de scinder, enfin je dirais de scinder la personne en deux. Mm. Alors, on avait une usine, une machine entre quatre murs. Quand on traversait ces quatre murs, il fallait avoir un costume ou un bleu de travail, etc. Et en gros, tout a été fait à un moment donné alors que les gens auparavant étaient sans doute des agriculteurs, des paysans, etc. Enfin, des gens qui n'avaient pas forcément cette, euh, cette, Séparation. cette séparation. Et c'est vrai qu'un des gros enjeux, effectivement, a été de dire, voilà, au moment où vous êtes dans l'entreprise, vous appartenez peut-être un peu moins et vous appartenez un peu plus à l'entreprise. Et je pense que c'est une erreur parce que les gens derrière, en fait, se sentent pas forcément bien et à l'aise. En fait, je pense qu'il faut constamment cultiver cet alignement sur soi-même. Et donc, le travail, c'est encore une fois, si on parle de temps, c'est un monde dans lequel on va passer beaucoup de temps. Et je trouve ça dommage de passer autant de temps si on n'est pas soi-même et aligné sur soi-même. Complètement en phase avec toi. Alors, une dernière question, Eric. Est-ce qu'il y a justement une question que je ne t'ai pas posée ou un domaine que je n'ai pas abordé et que tu aurais aimé que nous abordions Voilà, c'est tribune ouverte. Direction qui Euh, t'intéresse. j'ai pas d'idée. Pas d'idée. Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup de ton temps, de nous avoir fait découvrir NOS. Nous Merci mettrons à bien toi. entendu dans le descriptif tous les liens pour pouvoir te retrouver et de retrouver NOS. Merci. Chers amis auditeurs, nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles interviews. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.